Donc voilà, point de presse du CISAT qui est sur le point de débuter en Abitibi-Témiscamingue. Dans environ 5 minutes, le point de presse devrait débuter. Hier, on a posé la question au Dr Horacio Arruda lors du point de presse national. Est-ce que la situation du variant en Abitibi-Témiscamingue vous inquiète? Est-ce que ça va changer la façon de faire dans la vaccination, entre autres? Je vous laisse entendre ce qu'avait comme réponse le Dr Arruda. L'Abitibi vit vraiment une situation très particulière. Là. C'est quand même une zone, probablement avec les liens avec les mines d'Afrique du Sud, là, il a pu y avoir une importation. Actuellement, la situation est surveillée de très, très près. Il y a eu des criblages proactifs pour être capable de voir s'il y avait des éclosions. Les éclosions sont actuellement sous contrôle, donc cette souche-là pourrait tout simplement finir par s'éteindre, mais on suit ça de très, très près. Faut comprendre aussi que actuellement, l'Abitibi n'a pas un taux plus élevé de façon très exponentielle par rapport aux autres. Et je pense que si jamais c'était le cas, on verrait, là, mais je pense qu'actuellement, l'Abitibi réussit à contrôler sa situation. Là, ce qu'on va essayer de voir dans les prochains jours, c'est comment ça va se comporter. Est-ce que ça va en augmentant? Ça va être quoi le pourcentage de clibrage par rapport à la nouvelle souche ou l'Afrique du Sud? Puis on prendra les décisions en conséquence pour voir si ça doit revenir à une autre couleur ou etc. Là. Fait qu'on surveille ça très, très près des variants. Puis, mais il faut voir que compte tenu de la population, compte tenu des contacts, souvent c'est beaucoup plus isolé en termes de transmission que ça peut l'être dans une ville métropolitaine avec une grosse densité de population. Alors voilà, le docteur Arruda qui n'a pas écarté la possibilité, si la situation dégénère en Abitibi-Témiscamingue, de retourner à un code de couleur qui serait rouge probablement dans les prochaines semaines. Au niveau de la vaccination, le CISAT a annoncé hier que les gens de 70 ans et plus pourraient être vaccinés, que les rendez-vous étaient d'ores et déjà disponibles. Je vous amène à l'écran le lien pour vous rendre directement si vous avez justement droit à ce vaccin-là à l'instant. Si vous avez 70 ans et plus, vous pouvez vous rendre sur le lien, oui, qu'on voit au bas de l'écran. Et à cet endroit, on va pouvoir vous donner votre rendez-vous pour votre vaccination dans le secteur où vous êtes. Sinon, on peut aussi vous donner le lien pour le dépistage, fort à parier qu'on parlera de ça lors de ce point de presse qui débute dans quelques instants. Dépistage, vous vous rendez au covid19.quebec.ca pour recevoir votre rendez-vous de dépistage ou vous appelez au 1-877-644-4545. C'est à cet endroit-là que vous pourrez recevoir votre rendez-vous de dépistage. Donc, le point de presse devrait débuter dans quelques instants. Je vous invite, si jamais vous avez des questions à poser à l'Organisation de la santé publique en région ou encore au Centre de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, à nous les écrire en commentaire. On les a, nous, vos commentaires devant les yeux. Si vous êtes en direct avec nous, si vous nous écoutez en différé sur Médiaté Télé, sachez que nous vous présentons à tous les jeudis à 15h les points de presse du CISAT. À moins qu'il y ait des changements, cette semaine, c'est le deuxième point de presse. Il y en avait un lundi pour parler de vaccination. Je vous invite également à vous rendre au mediaté.app pour télécharger l'application Médiaté Plus. À cet endroit-là, vous retrouvez plein de choses, entre autres vos nouvelles, des vidéos, c'est-à-dire tout le contenu vidéo qu'on vous présente sur Médiaté Télé. Ça se retrouve à cet endroit-là. On retrouve également plusieurs podcasts. Il y a une bonne vingtaine de podcasts qui sont maintenant inscrits sur notre plateforme régionale. Il y a l'Indice Bohémien également qui s'est joint à notre application Médiaté Plus. Donc, vous pouvez retrouver les articles de l'Indice Bohémien dans la section culturelle et la section Indice Bohémien de notre application Médiaté Plus. Donc, à cet endroit-là, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Si vous avez un cellulaire sur Apple ou un cellulaire sur Android, c'est disponible. C'est également disponible sur votre tablette. Donc, vous retrouvez tous vos contenus. Il y a même la météo, la section nécrologie. Ça se retrouve dans notre application Médiaté Plus. Application sur laquelle on a travaillé pendant un bon bout de temps d'ailleurs avec Québec Studio. Richard, qu'on salue à l'instant. Donc, le point de presse, mesdames, messieurs, du CISAT qui débute dans quelques instants. Et je vous invite à écrire vos commentaires ou questions dans la zone de clavardage si vous êtes en direct avec nous. Si jamais vous n'êtes pas en direct et que vous êtes à la maison et que vous avez une question pour la semaine prochaine pour le CISAT, vous pouvez vous rendre directement sur notre site web, lemediaté.ca, et se rendre dans la section « Nous joindre » et nous pourrons répondre à votre question.
ou du moins tenter d'avoir la réponse à votre question au courant de la semaine ou encore la poser au prochain point de presse du CISAT de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, ben voilà, ça devrait débuter dans quelques secondes à ce qu'on nous dit normalement. Il est 15h et le point de presse débutera dans quelques secondes. Alors, ben pour l'instant, je vous retournerai à une autopromo, le temps de revenir au point de presse dans quelques instants. Sarah Charbonneau, je vous souhaite la bienvenue au point de presse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue du 4 mars. 4 porte-paroles sont présentes aujourd'hui pour vous présenter un état de situation épidémiologique et vous faire un portrait de la vaccination d'Abitibi-Témiscamingue. Ces porte-paroles sont tout d'abord Mme Caroline Roy, PDG, Mme Katia Châteauvert, directrice régionale de campagne de vaccination COVID, Dr Lise Landry, directrice de santé publique, et Dr Omobola Sobanjo, médecin spécialiste en santé publique. Madame Roy, la parole est à vous. Oui, bonjour à tous. Donc, c'est encore un plaisir de m'adresser à vous pour le point de presse hebdomadaire. Donc, premièrement, je vais revenir simplement quelques minutes en lien avec les allègements ou le plan de déconfinement graduel annoncé par le premier ministre François Legault hier, le 3 mars. Donc, concernant notre région, peu d'impact. En fait, c'est confirmé qu'on maintient le palier orange au-delà de la semaine de relâche, donc à compter du 8 mars. Dans les différentes mesures qui vont être modifiées à compter de cette date, la principale là, qui va nous affecter, c'est réellement en lien avec les lieux de culte, où là, on passe de 25 personnes permises à l'intérieur d'un lieu de culte jusqu'à 100 personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 100 personnes là, n'est pas systématique. C'est vraiment en fonction de la grandeur du lieu puis de la capacité de respecter l'ensemble des mesures sanitaires au sein du lieu de culte. Et également, à compter du 15 mars, là, il y a vraiment une ouverture au niveau des sorties scolaires pour les étudiants en respect de la bulle classe et même activités parascolaires qui seront aussi permises. Donc, vraiment 2 nouvelles modalités d'allègement. Sinon, on invite tout le monde à continuer à respecter les mesures, les directives applicables à notre palier orange. Concernant la vaccination, avant de laisser davantage la parole à ma collègue Katia Châteauvert, en fait, c'est vraiment un plaisir, puis vous l'avez vu là, dans les derniers jours, on a annoncé que maintenant on vaccine et on inscrit finalement pour la vaccination les personnes âgées de 70 à 79 ans. Donc déjà, on avait ouvert en début de semaine pour les 80 ans et plus. Et maintenant, en fonction des vaccins et des arrivages qui nous sont confirmés, on fait l'inscription pour les personnes de 70 ans et plus. Le 70 ans est vraiment compté en fonction de l'année de naissance. Donc, le jour pour jour là, de la date de naissance, ce n'est pas l'élément qui est à considérer. Donc, il faut vraiment considérer les gens qui sont nés en 1951 ou avant pourront s'inscrire à la vaccination. Une personne de 70 ans et plus qui souhaiterait être accompagnée, par exemple, d'un proche aidant, si cette personne-là n'est pas âgée de 70 ans et plus, ne pourra pas se faire vacciner au même moment. Donc, la notion là, du proche aidant qui souhaiterait se faire vacciner, s'il ne correspond pas au groupe prioritaire actuellement du 70 ans et plus, ne pourra pas se faire vacciner en même temps. Évidemment, on demande de la patience puis de l'indulgence à toute la population parce qu'actuellement, vraiment, l'ouverture des cliniques, l'ouverture des possibilités d'inscription dans chacun de nos territoires pour chacun de nos sites se ferait réellement en fonction de l'arrivage de nos vaccins. Puis on s'assure de les répartir partout en région. Donc, la valeur d'équité qui nous porte toujours au sein de notre réseau, là, on la traduit bien aussi au sein de la campagne de vaccination. Fait qu'il faut vraiment comprendre que les différentes dates auxquelles sont ouvertes les cliniques de vaccination pour que vous puissiez vous inscrire, bien, le sont en fonction de l'arrivage des vaccins. Puis, on s'assure d'avoir une équité en région en fonction de la population de chacun des territoires. Puis, nous, on a vraiment accès à chaque jour à voir combien de personnes se sont inscrites dans chacun des territoires, dans quel groupe d'âge ils étaient. Puis, on connaît le nombre de ces différents groupes d'âge-là qu'on a dans notre région. Donc, ça nous permet de s'ajuster là, vraiment au jour le jour. Il est également possible pour ceux qui s'inscrivent actuellement que vous ne voyez pas de plage disponible dans une certaine plage horaire là, dans votre territoire, mais que dans quelques jours ou quelques semaines, ce soit le cas parce qu'effectivement, on a des arrivages de vaccins qui vont nous être confirmés dans les prochaines semaines. Donc, on ajuste toujours les cliniques. Là. Donc, il faut vraiment comprendre que ce n'est pas parce qu'on ne donne pas toute l'information présentement, c'est que l'information est évolutive à tous les jours et à toutes les semaines.
Donc, indulgence et patience, mais je vous le confirme, vraiment, tout le monde dans la région qui va vouloir un vaccin d'ici à la fin de la campagne de vaccination, il y a des vaccins pour tout le monde. Ça va être gratuit pour tout le monde, puis vous allez tous pouvoir en bénéficier. En fait, pour les 70 ans et plus, avec ce qui nous est confirmé jusqu'à présent, on devrait être en mesure là, de vacciner toute cette population-là d'ici la fin avril. Et donc, l'ouverture des prochains groupes prioritaires pourra se faire probablement à partir du mois de mai prochain. Sinon, dernière information en lien avec les personnes qui pourraient avoir des difficultés pour se rendre au site de vaccination, parce qu'on est bien conscient que soit parce que la personne a des problématiques au niveau de la mobilité, soit parce qu'elle habite dans un milieu où il n'y a pas de proche aidant, où il y a une difficulté de se rendre au site de vaccination. Il y a vraiment des modalités là, pour qu'on puisse vous accompagner et les municipalités et différents organismes partenaires se sont mobilisés pour contribuer à la solution, pour être capable de vous offrir ce moyen de transport-là. Donc, le message à retenir, c'est je ne veux pas que la population ou que quelques personnes dans notre région refusent le vaccin parce qu'ils ne sont pas capables de se rendre au site de vaccination. Donc, si vous êtes dans une telle situation, je vous invite à vous rendre sur notre site Internet ou à contacter la ligne, toujours notre centrale d'appel. Vous avez par territoire d'RLS quelques options qui s'offrent à vous là, selon votre situation pour bénéficier d'une offre de transport. Puis à ce moment-là, on contribue vraiment à la solution comme telle. Là. Donc, vous contactez ces gens-là. Évidemment, vous vous assurez de valider la disponibilité du transport avant de confirmer votre rendez-vous de vaccination pour s'assurer qu'il soit bien disponible. Puis, vous allez pouvoir bénéficier de cet accompagnement-là, à la fois pour vous rendre au site de vaccination et si c'est requis, vous le mentionnez, c'est possible aussi d'avoir un accompagnement à travers le parcours de vaccination, là, si vous avez, par exemple, des problématiques de mobilité. En fait, pour mes messages du jour, Sarah, ce serait complet, donc je resterai disponible pour répondre à des questions s'il y en a. Merci beaucoup. Madame Châteauvert, je vous invite à compléter. Oui, bonjour tout le monde. Fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je vais poursuivre là, suite aux informations de Caroline. La première chose, j'aimerais vous repréciser de quelle façon qu'on peut prendre un rendez-vous pour avoir accès à la vaccination. Donc, la première façon de faire, c'est d'aller sur le site de québec.ca et cliquer sur le lien Clic Santé pour avoir accès à une inscription automatique en ligne. La deuxième option, c'est la ligne téléphonique là, provinciale qui est le 1-877-644-4545 où vous allez pouvoir faire le choix, dans le fond, de votre région qui est l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, un petit rappel aussi, quand vous allez avoir votre rendez-vous, il est important de respecter le 5 minutes avant d'arriver à votre rendez-vous. On veut limiter le plus possible le nombre de personnes dans les sites de vaccination, donc c'est vraiment important de maintenir ça. Aussi, peut-être préciser que si vous avez, dans le fond, pris un rendez-vous et que vous n'avez pas 70 ans, parce que oui, c'est possible de le faire, parce que, dans le fond, si on ne répond pas à la question selon notre âge et qu'on poursuit, on peut le faire. Par contre, soyez pas surpris que votre rendez-vous va être annulé. Et si vous vous déplacez sur le site que votre rendez-vous n'a pas été annulé et vous n'avez pas 70 ans, malheureusement, on ne pourra pas vous attribuer le vaccin. Donc, c'est vraiment important de respecter la clientèle prioritaire. Une autre information qui est importante quand vous vous inscrivez sur Clic Santé, il y a un questionnaire complet où que vous devez répondre afin de faciliter là, la vaccination. Je ne sais pas si Sarah, tu peux partager le tableau pour le portrait de la vaccination. Donc, on fait un petit topo de notre portrait actuel. Comme vous voyez, on l'a distribué par tranche d'âge. Donc, comme vous voyez, les 85 ans et plus, nous avons 1610 personnes qui ont été vaccinées. Il y a 1188 rendez-vous de distribués. Donc, la population totale, 3140. On a une couverture projetée de 89 %, ce qui est vraiment bon. 80 à 84 ans, 988 personnes vaccinées. 1834 rendez-vous confirmés. Population totale, 3433 pour une couverture projetée de 82 %. 75-79 ans, 726 personnes vaccinées. Nombre de rendez-vous, 2762 pour une population totale de 5577 et une couverture vaccinale projetée de 63 %. Pour la clientèle 70-74 ans, 546 personnes vaccinées.
3961 rendez-vous et une population totale de 8008 pour une couverture vaccinale de 56 %. C'est normal que les couvertures vaccinales pour de 70 à 79 ans soient plus basses parce qu'on vient de débuter, dans le fond, la prise de rendez-vous pour ces personnes-là. Donc, c'est vraiment intéressant là, ce qui se passe dans notre région au niveau de la vaccination. Je voudrais préciser aussi pour la deuxième dose, dans le fond de la vaccination, qui était projetée à 84 jours, c'est-à-dire 12 semaines. Hier, nous avons eu l'information que maintenant, au Canada, c'est 16 semaines. Donc, nous sommes actuellement à réorganiser notre vaccination parce qu'il y avait des rendez-vous qui avaient été pris pour les personnes qui étaient dues pour leur deuxième dose. Donc, les gens vont recevoir une communication. Ces rendez-vous vont tous être annulés et nous allons communiquer avec eux la semaine prochaine pour les informer de leur date de leur nouveau rendez-vous. Une autre information aussi à vous transmettre, nous avons des sites de vaccination dans les 5 grandes MRC, donc à La Sarre, à Rouyn-Noranda, à Val-d'Or, à Ville-Marie et à Amos. On a aussi la possibilité d'un site de vaccination à Témiscamingue et nous sommes en démarche actuellement pour un site de vaccination à Sainte-Terre. Donc, les informations seront disponibles sous peu là, dès que nous serons en mesure de déployer ce site-là pour rejoindre cette population-là. Peut-être une information aussi à préciser, les sites sont vraiment accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Puis si jamais il y a des gens qui ont besoin d'aide aussi dans le site, on a des personnes qui vont pouvoir les accompagner, les aider. Puis il y a aussi des fauteuils roulants de disponibles si jamais il y a des gens qui ont plus de difficultés. Fait que, dans le fond, ce n'est pas un enjeu, cet aspect-là. Et une question qui nous revient beaucoup, c'est quoi le vaccin que nous recevons présentement? Donc, en Abitibi, les 2 vaccins que nous donnons, c'est le Moderna et le Pfizer. Par contre, je vous transmets une information, c'est qu'il y a un nouveau vaccin qui va arriver bientôt au Québec, qui est l'AstraZeneca, et ma collègue Omobola pourra vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Ce nouveau vaccin va peut-être nous permettre aussi d'aller vacciner des gens à domicile qui ne sont pas en mesure de se déplacer. Tout à l'heure, Caroline a fait état des possibilités quand même de modalités de transport là, particuliers pour ces personnes-là, mais toutefois, il y a certaines personnes qui c'est vraiment impossible pour eux de se déplacer, donc on s'attend à avoir la possibilité de vaccins là, pour ce groupe de personnes-là. Donc, ça ferait le tour pour moi. Je répondrai aux questions tout à l'heure. Merci. Merci. Je laisserai la parole à Dr. Landry maintenant. Oui, bon après-midi tout le monde. Merci une fois de plus de votre présence à ce point de presse. Peut-être pour compléter des petites informations sur les données de la vaccination, mais je ne voudrais pas vous mêler d'un chiffre, mais de façon globale, c'est 7,4 % de la population qui a reçu une première dose en Abitibi-Témiscamingue. Nous sommes en avance sur le reste du Québec, qui est à 5 %. Donc, c'est près de 11 000 personnes à date qui ont reçu une première dose. Puis comme Katia l'a mentionné tout à l'heure, la deuxième dose est retardée à 16 semaines suivant la première dose. Tout cela pour nous permettre de vacciner le plus de personnes possibles parmi les 6 premières priorités. C'est un petit peu... OK, merci Sarah. On a ajouté une petite pointe de tarte au cours de la dernière semaine. C'est pour les personnes justement de 70 ans et plus dans la communauté. Comme vous, à date, nous avons 570 personnes de 70 ans et plus, mais il faut comprendre qu'il y a d'autres personnes dans cette catégorie d'âge-là qui ont déjà été vaccinées dans le cadre qui étaient en centre d'hébergement confondus, que ce soit les résidences privées pour aînés, centres d'hébergement, ressources intermédiaires, etc. Donc, au total, si on parle de nos populations les plus vulnérables en fonction de l'âge, à date, c'est 36% des 70 ans et plus qui ont reçu une première dose de vaccin. Et à l'autre tableau, pas celui-là, c'est le dernier du bas, je crois, Sarah. Dans le fond, ce que ça démontre, le diapositive 3, on l'a déjà mentionné les semaines dernières, que nos 4 premiers groupes prioritaires, on a atteint la cible là, dans la région, sauf au niveau de certaines communautés autochtones où la couverture peut varier, mais il y aura toujours moyen de se reprendre.
comme vous voyez, là, on a un excellent taux, 92 à travers de la santé, ça va très bien. RPA, 86 c'est un peu ce qu'on a nommé tout à l'heure. Alors, merci Sarah pour les données. Par contre, j'aimerais préciser comme message, la vaccination ne veut pas dire adieu aux masques et autres mesures. Nous sommes sa bonne voie, il ne faut pas lâcher. Je tiens à sensibiliser toute la population à l'importance de continuer à appliquer les mesures d'hygiène préventive, même si on a reçu le vaccin. Donc, la distanciation physique est toujours importante, le port du masque, lavage de mains, ventiler les pièces dans les maisons. Parce que, comme vous savez, développer une protection contre le virus nécessite quand même un minimum de 14 jours pour les gens en bonne santé, mais pour les personnes, pour nos aînés, on parle plutôt de 21 à 28 jours. Nous savons que le vaccin protège contre les formes graves de la COVID, prévient de transmettre la maladie, donc prévient donc les hospitalisations et les décès, mais on ne sait pas encore s'il empêche de contracter ou de transmettre la maladie. Donc, c'est pour cette raison qu'on vous demande de continuer d'appliquer les mesures, c'est se protéger et protéger les autres. Comme vous savez, une deuxième dose viendra pour compléter l'immunisation. Il faut être patient, mais ça va venir. Également, j'aimerais dire un mot sur le dépistage. C'est très important, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui nous permet d'avoir le portrait le plus juste de la situation puis de prendre rapidement les mesures appropriées. Je vais donc inciter encore de nouveau à l'importance de passer un test de dépistage dès la manifestation d'un symptôme lié à la COVID, que ce soit fièvre, toux, mal de gorge, même un écoulement nasal, perte de goût, d'odorat, c'est très, très important pour nous aider à freiner la COVID. Donc, dès l'apparition des symptômes, on n'envoie pas nos enfants à l'école, on ne va pas travailler, on ne va ni à l'épicerie, ni au dépanneur. On prend un rendez-vous dans une clinique de dépistage ou plus facilement, on va sur l'outil d'auto-évaluation en ligne sur le site du ministère et tous les cliniques de dépistage de la région sont accessibles. Vous pouvez prendre votre rendez-vous en ligne. Il y a de la place tous les jours et on s'isole. L'important, c'est de s'isoler en attendant le résultat. Et puis, s'il y a plusieurs personnes à la maison, on demeure à l'écart des autres membres de la maisonnée. On mange, on dort dans une pièce à part. On ne partage pas la salle de bain. Sinon, il faut la désinfecter. Et les résultats, habituellement, sont disponibles assez rapidement, parfois le lendemain ou un délai maximum de 48 heures. Donc, en conclusion, tout le monde peut faire sa part pour gagner la bataille contre la COVID. On va y arriver. Alors, je vous remercie. Ce serait tout pour mes messages. Merci, Dr. Landry. Dr. Sobanjo? Bonjour tout le monde. Oui, merci beaucoup. Pour compléter, je vous donne un topo de la situation épidémiologique. Donc, dans les dernières 24 heures, nous avons eu 5 nouveaux cas confirmés dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Cette fois-ci, les 5 cas sont répartis dans 4 MSC, dont nous avons 2 dans le MSC de Rouyn-Noranda, 1 dans le MSC de l'Abitibi-Ouest, 1 dans le MSC de l'Abitibi et un autre dans le MSC de Vallée-de-l'Eau. Toutefois, 3 de ces 5 cas ont été exposés au virus à l'extérieur de la région. Nous avons une personne qui est hospitalisée actuellement à notre unité de soins intensifs en lien avec la COVID-19. Nous n'avons pas eu de nouveaux cas depuis la fin de semaine dernière associés à l'éclosion à la résidence privée pour personnes âgées de jardin de patrimoine d'Amos. Nous continuons à suivre la situation et nous allons retourner demain avec déployer une autre clinique mobile demain pour détecter s'il y en a d'autres personnes asymptomatiques qui peuvent avoir la COVID-19 et cela va nous aider à orienter ou ajuster des mesures qui sont déjà en place dans ces résidences. Notre sujet, c'est la confirmation récente
de la présence de le variant sud-africain associé à une de nos dernières éclosions et la transmission qui se poursuit au sein de notre région informe ou il nous laisse savoir parce que nous, on voit clairement que dans ces derniers mois, nous avons une transmission plus importante, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a un cas, plusieurs personnes qui ont eu contact avec la personne reviennent positives, ce qui nous laisse croire que le variant est toujours présent et même maintenant plus prédominante que la souche initiale dans notre région. Nous attendons toutefois les confirmations par le laboratoire afin de pouvoir savoir qu'en est-il selon le données laboratoire. Mais déjà, avec nos enquêtes, on dit qu'effectivement, c'est le virus, le variant sud-africain qui est prédominant dans notre région. Une autre chose à préciser, c'est en lien avec les vaccins. Donc, le fait d'avoir la prédominance ou les variants déjà présents dans notre région exige qu'on poursuit. Et c'est pour ça qu'on est contente qu'il y a des gens qui veulent se faire vacciner parce que c'est de façon c'est une façon qu'on peut protéger la population. Donc, nous, on est contente que la vaccination se poursuit et qu'on a l'opportunité d'avoir des doses et des vaccins qui nous permettent de pouvoir protéger notre population contre la maladie sévère, les hospitalisations et les décès. Et on est contente aussi avec l'arrivée de vaccins AstraZeneca parce que c'est un autre outil qui s'ajoute à ce qu'on a déjà et ça permet cette fois-ci d'aller vers les personnes qui ne peuvent pas venir à nos sites pour le protéger également contre la maladie sévère et les impacts des complications d'une infection de COVID-19. Donc, on est content qu'on va pouvoir, au cours des prochaines semaines, augmenter la couverture vaccinale au sein de notre région et de ce fait pouvoir prévenir encore plus de transmission dans notre communauté. On peut voir déjà qu'en lien avec la EPA, on semble avoir un résultat intéressant en lien avec le fait que le résident a été vacciné, mais on va continuer à surveiller et ça va nous aider à avoir plus d'informations et plus de données qui permettent à mieux comprendre comprendre un peu mieux sur l'efficacité vaccinale suite à une vaccination. Dernière mention aussi, c'est le fait qu'avec l'allongement à 16 semaines d'intervalle, on est content que la stratégie qui a été prise par Québec, par notre province, nous permette d'avoir vacciné plus de monde et ça s'est fait confirmer dernièrement avec les données que nous avons et ça suit ce qu'on savait déjà en lien avec l'immunologie et la durée de protection d'une première dose. Donc, on continue à garder l'espoir, on continue à respecter des mesures et on sait qu'ensemble, on va y arriver. Merci beaucoup. Merci, Dr. Sobanjo. Nous en sommes à la période de questions. La première question nous vient de M. Vincent Tremblay, TVA. Hier, le docteur Horacio Arruda qui parlait du variant sud-africain, qui peut-être que ce serait lié à l'industrie minière. Mme Sobanjo, est-ce qu'on sait clairement au niveau des cas qu'il y a eu dans la MRC Abitibi uniquement si c'est lié intimement à l'industrie minière? Merci beaucoup pour votre question. Pour l'instant, on n'a pas d'informations à cet effet. On est en train d'élaborer un portrait et il y a une équipe de l'INSPQ qui nous supporte avec ce portrait-là. Et avec les informations que nous avons actuellement, ça ne semble pas être lié à l'industrie minière. Toutefois, on continue à regarder, mais d'emblée, on n'a pas l'indication que c'est relié à l'industrie minière pour l'instant. Merci. Monsieur François Manger, Médiaté. Quand on consulte la plateforme pour l'inscription pour la vaccination, on constate rapidement qu'il y a très peu de dates disponibles par chaque MRC pour la vaccination en ce moment. Est-ce qu'on reçoit assez de vaccins en Abitibi-Témiscamingue et combien on va en recevoir dans les prochaines semaines?
Donc, merci pour votre question. En fait, on a rajouté des plages aujourd'hui. On va sûrement en rajouter demain. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on était à replanifier notre calendrier de vaccination suite à l'annonce pour la deuxième dose. Oui, on reçoit quand même suffisamment de vaccins actuellement. On en reçoit à toutes les semaines et ça jusqu'à la fin du mois de mars. Donc, on est vraiment en mesure de bien planifier là, notre vaccination. Puis même, ça se pourrait qu'on ait d'autres annonces de livraison là, que nous ne savons pas. Là, mais pour le moment, là, on s'attend à être en mesure de rejoindre la population de 70 ans et plus d'ici la fin du mois d'avril, là, ce qui est quand même très positif. Là. Ça ne répond pas à la question combien de vaccins on va recevoir dans les prochaines semaines. Je pourrais peut-être aller en complément. Katia, si tu permets? En fait, le nombre de doses qu'on reçoit chaque semaine, il n'est pas connu précisément à chaque semaine. Puis, ce qu'on peut confirmer, par contre, c'est qu'on a toujours notre ratio de doses par rapport à notre population. Donc, on est environ, là, même, on est un peu moins de 2 % de la population au Québec, puis on reçoit toujours environ 2 % de l'ensemble des vaccins qui sont disponibles puis qui sont distribués. Et tout ça tient compte aussi, par exemple, de la présence de variants qui peut faire en sorte que pour certains territoires, là, on va s'assurer d'avoir une vaccination accélérée. Ça tient compte aussi de la réponse aux vaccins en fonction de l'inscription dans chacun des territoires. Donc, par exemple, si pour une région donnée ou un secteur donné, bien, la population s'inscrit moins parce que c'est une population peut-être qui, présentement, là, souhaite même recevoir le vaccin puis qui souhaite s'inscrire un peu plus tard après quelques mois de la campagne de vaccination. C'est toujours possible, mais tout ça sera ajusté. Donc, même au niveau de la province de Québec, mais c'est vraiment à chaque semaine où les doses distribuées dans chacune des régions sont comptées et sont distribuées de cette façon-là, dans l'objectif d'avoir une meilleure couverture vaccinale de tous les groupes prioritaires en équité au Québec, mais aussi en tenant compte de la réponse là, de la population à vouloir avoir le vaccin. On ne veut pas que des doses dorment dans des frigidaires nulle part. Fait que c'est vraiment de cette façon-là que c'est fait. Donc, le nombre exact, difficile à dire, mais comme Katia vient de le mentionner, à chaque semaine, on reçoit des belles nouvelles. Puis ce qui est confirmé, c'est que ça va toujours aller en augmentant. Donc, on le voit, là, même pour les prochaines semaines, on reçoit plus de plateaux. Puis ça permet d'ouvrir des nouvelles plages et des cliniques. Puis vraiment, avec la ligne de temps qu'on a actuellement, là, on est capable de confirmer que d'ici la fin avril, toute la population de notre région âgée de 70 ans et plus va pouvoir être vacciné, ceux qui le souhaitent évidemment. Merci. Dr Sabanjo, 2 auditeurs de la conférence de presse souhaitent savoir si le vaccin AstraZeneca est adapté pour la région, étant donné qu'il serait moins efficace avec le variant d'Afrique du Sud. Merci beaucoup pour la question. Une chose avec le variant d'Afrique du Sud, c'est que il a une capacité d'échapper presque tous les vaccins. Donc, il n'y a aucun vaccin qui, l'efficacité contre ce variant est moins pour tous les vaccins. Donc, c'est pas juste un vaccin ou l'autre, mais c'est pour tous les vaccins. L'effet qu'on voit que l'efficacité est moins lorsqu'on est en présence de ces souches-là, c'est un problème avec tous les vaccins. Toutefois, on voit qu'il y a encore une efficacité. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre la chance, on doit utiliser, parce que plus qu'on vaccine, plus que les gens vont être protégés. Donc, nous, on va l'ajouter et on va l'utiliser parce qu'il y a encore une efficacité. C'est un peu moins, mais il y a une efficacité contre pour tous les vaccins, contre le variant sud-africain. Merci, M. Martin Guindon de Lexis Média. Une question en 2 volets. Le premier volet s'adresse à Mme Chadeau-Père. À quoi ressemble la cadence de vaccination dans les régions? Est-ce que les objectifs sont atteints? Oui, effectivement, la cadence est très bonne. Dans le fond, comme on reçoit des vaccins à chaque semaine, on est en mesure de départager là, ces plateaux dans toutes nos MRC là, de façon équitable. Donc, le taux est quand même très bon et comme je vous ai dit tout à l'heure, on est en mesure vraiment de confirmer que nous aurons vacciné nos 70 ans et plus à la fin avril. Donc, la cadence est vraiment positive, là. Merci. Le deuxième volet s'adresse à Dr Sabanjo. Est-ce que les personnes exposées au virus à l'extérieur de la région sont toujours à l'extérieur ou sont présentement en Abitibi-Témiscamingue? La question commence à être plus précise, sans vouloir, mais je pense que ça suffit de dire que les gens ont été exposés à l'extérieur de la région. Prochaine question, Mme Ariane Kroll de Radio-Canada. De la presse, je ne voudrais pas usurper une autre station.
Concernant la domination du variant sud-africain, c'est depuis quand exactement? Puis avec quel pourcentage des cas qui sont associés, donc qui nous permet de dire que c'est dominant? Puis vous en êtes à combien de cas associés au variant à ce jour? Donc, merci beaucoup pour votre question. Depuis quand exactement? C'est une question intéressante pour laquelle on n'a pas encore la réponse. Chose certaine, c'est que le premier cas confirmé de ce variant dans nos régions date de début janvier. Mais il faut se rappeler qu'avant ça, on n'a pas demandé, on n'avait pas fait un criblage ou une demande de séquençage pour des cas avant cette période-là. Donc, on peut dire clairement que depuis le début janvier, le variant est présent en Abitibi-Témiscamingue. Deuxième question, en lien avec la proportion prédominante. On a regardé depuis le début de février, parce qu'on a envoyé le test de criblage à partir de mi-février, mais depuis le début de février, et on a même envoyé rétrospectivement. Donc, depuis le début février jusqu'à date, environ 70% de nos tests reviennent soit confirmés par séquençage ou présomptive par criblage. Merci, madame. Et donc, est-ce qu'on a un nombre total? Je sais que vous l'avez déjà publié à certaines reprises dans le passé. Combien vous avez eu de cas associés à des variants? Donc, les cas confirmés par séquençage, nous en avons 40. Merci. Madame Daigneault de TVA Abitibi-Témiscamingue. Bonjour. On a vu que plusieurs régions du Québec vont changer de palier de couleur, vont se rendre en orange. De notre côté, bien, on reste en orange, puis on l'a dit un petit peu là, tout à l'heure qu'on observe peu de changements, là, justement. Pourquoi est-ce que l'Abitibi-Témiscamingue ne retourne pas au palier jaune? Bon, c'est une très bonne question qu'on vient de répondre. C'est le fait que pour l'instant, on constate quand même si la situation est contrôlée, il y a une confirmation récente de présence de variants au sein de notre région et on a eu quelques éclosions au cours de donc presque chaque semaine, on a eu une nouvelle éclosion qui a été confirmée. Donc, la situation actuelle nous exige plus de prudence. Puis, si vous permettez, je pourrais compléter à votre question. C'est à date, aucune autre région du Québec passe en zone jaune. Si vous regardez la Gaspésie et de la Madeleine, je crois qu'ils ont eu 0 cas depuis un mois. D'autres régions, Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a Côte-Nord qui n'ont presque pas eu de cas, eux non plus, ne passent pas en région jaune. Pour l'instant, tout le monde reste. Ceux qui étaient à l'orange restent à l'orange avec les petits assouplissements que Mme Roy a expliqués. Et ce sera à réévaluer après, donner le temps de voir l'effet de la semaine de relâche et aussi, comme disait Dr. Sobanjo, l'effet aussi des variants dont la souche est prédominante. Voilà. Dr. Sobanjo, des auditeurs aimeraient savoir si nous utilisons les tests rapides de dépistage dans la région. Nous ne l'utilisons pas actuellement, les tests rapides, dans nos cliniques en région parce que nous sommes en mesure d'assumer le volume nécessaire et parce que lorsqu'on a un résultat positif d'un test rapide, souvent, on doit aller passer un autre test PCR dans le laboratoire. Également, le test rapide, on ne peut pas faire le criblage. Donc, parce que nous, on veut être en mesure de suivre la tendance, on aimerait mieux prioriser le test PCR dans le laboratoire. Comme ça, on va pouvoir faire le criblage avec le même échantillon sans avoir fait passer un autre test à la personne concernée. Monsieur Vincent Tremblay. Est-ce que vous avez, concernant la vaccination, l'inscription en ligne semble excessivement difficile là, pour les 70 ans et plus? Est-ce que vous avez eu un retour concernant des difficultés que certaines personnes ont reçues? Qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer la situation?
Oui, effectivement, on a été informés de cette difficulté. En fait, comme vous savez, au Québec, c'est une grosse vague d'inscriptions pour la vaccination. Donc, c'est sûr que le site Clic Santé a eu des réajustements. Par contre, je pense que la situation s'est réglée quand même bien dans la dernière journée. C'est sûr que les gens peuvent toujours contacter par téléphone pour s'inscrire aussi. Puis, on a quand même un très grand nombre d'appels de la population à cet effet-là. Donc, c'est sûr qu'on est en contact régulier avec le ministère quand il y a des situations qui ne fonctionnent pas sur la plateforme. Là. Merci, M. Jean-Marc Belzile, Radio-Canada. Oui, bonjour. En fait, j'aimerais savoir, il y en a été un peu question au niveau des règles de déconfinement, zone jaune, etc. Est-ce qu'on peut en comprendre tout de même que il y a peu de chances que la région retourne à des paliers plus bas tant que le variant sera présent dans notre territoire? Je pourrais débuter. Je pense que ce n'est pas nécessairement le fait que le variant est présent, c'est le fait qu'il est contrôlé, mais ce n'est pas vraiment contrôlé. Donc, nous, on aimerait avoir un contrôle plus serré sur le variant. Vous savez vous-même, quand vous regardez les données, à chaque jour, on a 4-5 cas, alors qu'on a vécu déjà une période où on avait beaucoup moins de cas. Et des fois même, on mange jusqu'à presque 10 cas par jour. On n'aimerait pas avoir autant de cas par jour. On aimerait être en mesure de moins limiter ou minimiser parce que déjà, au cours de prochains jours, au cours de prochaines semaines, il y a déjà des assouplissements qu'on va voir. On va essayer de savoir si on va être en mesure de toujours garder le contrôle malgré ces assouplissements, malgré la relâche, malgré tout. Si on voit qu'on est capable de quand même contrôler, garder un contrôle sur la transmission dans notre région, à cette période-là, on va pouvoir discuter pour voir si on peut passer à un autre palier qui va nous permettre d'ouvrir encore plus de choses. Puis en complément, je vous dirais que ce ne sera pas le palier jaune. Si dans les faits, on retourne à un palier jaune, ce ne sera pas les mêmes consignes qu'on avait à l'époque du palier jaune. Il y aura une équipe, un groupe de travail qui regardera qu'est-ce qui sera possible de faire. Mais il ne faudrait pas s'attendre aux mêmes consignes que le palier jaune qu'on a connu précédemment. Merci. Merci. Dr. Sabanjo, un auditeur aimerait savoir si les doses de vaccins sont interchangeables pour recevoir la deuxième dose ou doit-on obligatoirement recevoir la même marque pour terminer notre vaccination? Merci beaucoup. Pour l'instant, on doit recevoir le même marque pour compléter la vaccination. Donc, quelqu'un qui a reçu le vaccin Pfizer doit avoir une deuxième dose de Pfizer. Même chose pour quelqu'un qui a reçu la dose Moderna. Et si quelqu'un reçoit la dose AstraZeneca, ils doivent avoir la deuxième dose du même vaccin. Toutefois, plus qu'on a plus de données, il se peut qu'il y aura des données qui nous permettent de pouvoir faire une interchangeabilité. Mais pour l'instant, on doit compléter avec le même vaccin qu'on a débuté le cours de vaccination. Merci, M. Munger. Oui, je veux revenir. On en a parlé de la semaine dernière de l'éclosion au Jardin du patrimoine. Ce sont des gens qui avaient été vaccinés, il y a peut-être plus de 2 semaines. J'aimerais ça prendre des nouvelles de ces gens-là. Est-ce qu'on a vu l'évolution un peu de la maladie auprès de ces gens vaccinés? Pour l'instant, comme je disais tantôt, les personnes qui sont infectées par la COVID à la résidence se portent quand même bien. Ce qui nous laisse croire que le vaccin a les aides. Mais encore une fois, l'épisode se poursuit, donc c'est un peu tôt de pouvoir conclure. Mais pour l'instant, au moins, ça nous rassure qu'ils se portent bien et qu'il n'y a aucune hospitalisation associée à l'éclosion dans la résidence pour l'instant. Donc, on espère que ça va se poursuivre comme ça. Complément, est-ce que ce sont des cas qui étaient liés au variant? Pour l'instant, on a des informations que oui, il y a des cas qui sont des présomptifs. Donc, on n'a pas encore les confirmations, mais oui, on a des résultats de ces personnes qui nous indiquent que oui, c'est présomptivement relié à un variant. Monsieur Belzile. Oui, bien, je voulais aller un peu dans le même sens. En fait, évidemment, personne n'a envie d'être les cobayes ou les endroits où tester, mais il y a quand même
peu d'endroits au Québec où ce variant sud-africain est en place. Vous l'avez dit, il y a une présomption que c'est le cas au Jardin du patrimoine. On sent qu'il est prédominant de plus en plus. Est-ce que c'est prévu, justement, avec la vaccination qui commence, et notamment au Jardin du patrimoine où ces gens-là avaient été vaccinés, de pouvoir tester si le vaccin a été efficace contre un variant possiblement sud-africain? Mais effectivement, c'est des informations qui pourraient être intéressantes. Donc, encore une fois, on ne peut pas tester parce que c'est des êtres humains, là, mais les données à la fin. Donc, dans quelques semaines, lorsque l'éclosion va être terminée et lorsqu'on sait exactement combien de personnes ont été atteintes, c'est qu'on appelle le taux d'attaque, on va pouvoir avoir plus de données qui peuvent aider ou informer les orientations ou des discussions scientifiques en lien avec l'efficacité de ces vaccins. Merci. Monsieur Munger, est-ce que vous aviez une autre question? Une dernière. En fait, je veux savoir à quel rythme, en ce moment, on procède au dépistage, juste pour nous donner une idée. Oui. Dans la dernière semaine, nous avons effectué 1831 dépistages. Et comme je vous ai mentionné tantôt, il y aura une clinique mobile à la résidence. La dernière fois qu'on est allé samedi dernier, nous avons effectué 216. Donc, c'est sûr que demain encore, on va effectuer pas loin de 200 tests. Merci. Ça semble... Oh, Monsieur Belzile. Oui, dernière question pour moi aussi. En fait, je voyais, on parlait de la population totale qui peut être vaccinée là, de 70 ans et plus. On parlait de 20 000 personnes, près de 4 000 qui sont déjà vaccinées. Donc, on parle d'un potentiel de 16 000. Vous avez dit que ça va être fait d'ici la fin du mois d'avril, donc 2 mois. C'est sûr qu'à ce rythme-là, on a l'impression que quand on parle, on sait que le premier ministre Justin Trudeau a toujours dit que tous les gens qui voulaient être vaccinés pourraient l'être en septembre. Est-ce que vous pensez augmenter la cadence? Parce que d'ici en 2 mois, on vaccine à peu près 15 000 personnes si on veut. Est-ce que vous pensez que ça va être davantage pour les mois suivants? En fait, les annonces que nous avons, mais on n'a pas de confirmation, c'est qu'on va avoir vraiment beaucoup plus de vaccins là, au courant des prochaines semaines. Dans le fond, on parle du Moderna, puis on parle aussi du Pfizer. Jusqu'à maintenant, c'est ce que les doses qui nous prévoient, mais on s'attend à avoir du surplus là, de vaccins là, parce qu'au Québec, il va y avoir aussi un plus grand nombre d'arrivages de vaccins. Merci. Alors, ça compléterait le point de presse pour aujourd'hui. Merci encore une fois à nos porte-paroles. Merci à vous tous d'avoir été présents. Bonne journée à tout le monde. Alors voilà, mesdames, messieurs, ce qui fait le tour de ce point de presse de la semaine sur la COVID-19. Je vous ramène en bas de l'écran ce lien pour la vaccination. D'ailleurs, parlons-en de la vaccination. Vous le voyez ici, on a fait un tas un peu de l'évolution de cette vaccination-là. On prévoit avoir terminé le groupe des 70 ans et plus seulement à la fin avril pour le moment. Et vous le voyez, ce sont des images qui ont été prises à Lassar un peu plus tôt cette semaine, où on vaccinait les 80 ans et plus, donc juste avant l'annonce des 70 ans et plus. C'est à ce moment-là que ça a été pris, ces images-là, au site de vaccination de Lassar. Et là, on a demandé la question au niveau des dépistages. Ce sont 1831 dépistages qui ont été faits cette semaine. Et bon, dans le total des cas confirmés du dernier mois, on parle d'environ 70% qui sont associés soit par criblage, soit par séquençage au fameux variant de l'Afrique du Sud. C'est le ratio dont on nous a donné pour le moment. Le ratio au niveau des vaccins aussi, on nous disait, bon, l'Abitibi représente à peu près 2% de la population au Québec. On reçoit par rapport au ratio du Québec, donc c'est à peu près ça qu'on reçoit de vaccins en termes de pourcentage, oui. On replanifie actuellement des doses qui étaient prévues pour des gens qui devaient recevoir la deuxième dose, qui vont finalement attendre encore un peu. Je vais aller vous amener une question qui a été posée par Éric Saint-Laurent qui nous demande si ma mère a un rendez-vous à 74 ans et que ma conjointe qui n'a pas de rendez-vous à 50 ans va avec ma mère. Est-ce que ma conjointe va avoir le droit de recevoir le vaccin? La réponse c'est non. Si le proche aidant de la personne de 70 ans a 70 ans et plus en fait, fait partie du groupe prioritaire ciblé en ce moment et qu'il a un rendez-vous, parce qu'il faut avoir un rendez-vous pour obtenir une dose,
à ce moment-là, la dose va être distribuée. Sinon, si vous n'êtes pas dans le groupe prioritaire actuel, vous ne recevrez pas de dose. Il y a des gens qui ont essayé de s'inscrire qui n'ont pas 70 ans. Et si ça t'a bien précisé, que ces gens-là ne pourront pas recevoir ces fameuses doses. Donc, pour le moment, on voit après le mois d'avril pour les autres groupes de population qui s'en viennent. Est-ce que ce sera plus tôt? Est-ce que ce sera plus tard? On est cependant incapable de savoir exactement combien de doses on va recevoir pour les prochaines semaines, voire les 2 prochains mois. Donc, 2 mois à vacciner les 70 ans et plus. Je vous rappelle le lien pour vous rendre pour la vaccination. Vous allez au québec.ca/vaccin COVID, vaccin au singulier, où vous composez le 1-877-644-4545. C'est le même numéro pour le dépistage et ce n'est pas le site web. Donc, c'est covid19.québec.ca. Pour le dépistage, vous avez à cet endroit-là l'outil d'auto-évaluation et également le lien pour demander votre rendez-vous de dépistage. Donc, on fera le suivi. Évidemment, il y aura un autre point de presse la semaine prochaine et on suit de près la situation du variant sud-africain. Là-dessus, mesdames, messieurs, je vous souhaite une excellente fin de journée.